Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire après le micro-débrief qu'on avait fait après la chute de François Bayrou. Entre-temps, Sébastien Lecornu a été nommé premier ministre. Du coup, on voulait se poser la question de savoir, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que pourrait faire la gauche? C'est quoi les propositions qu'elle a devant elle? En gros, elles sont simples, c'est de dire, on censure tout gouvernement que composerait Sébastien Lecornu, ou bien, et on pense qu'une partie de la gauche pourrait être tentée par cette proposition. Enfin, moi, en fait, je ne le pense pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit dans les médias. Mais que une partie du PS pourrait être tentée par composer, notamment un accord de non-censure avec le gouvernement Lecornu sur la base de la négociation de mesures avec ce nouveau gouvernement. Personne ne pense que les socialistes rentreront au gouvernement Lecornu sous quelque forme que ce soit, même s'il n'y avait pas les LR. En vérité, moi, ce que je pense, c'est que même les socialistes ne pensent même pas en fait à ça. J'ai écouté à ça quoi? À un accord de non-censure. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, lorsque j'écoute à la fois Olivier Faure, qui est le patron du Parti Socialiste, Philippe Brun, qui est un député socialiste, Arthur Delaporte, enfin, tous les socialistes qui passent, lorsque je les écoute, je vois genre une fermeté qui est assise, à mon avis, sur deux choses. La première, c'est que il y a une part de vexation, en fait, que de ne pas avoir vu l'un des leurs nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, parce que je pense qu'à un moment, ils y ont cru. Et la deuxième chose, mais ça on va revenir dessus plus longuement, c'est que les socialistes sont des socialistes, que si ils avaient été de droite, ils s'appelleraient les macronistes, comme il y en a certains qui ont franchi le pas, ou ils s'appelleraient, je sais pas, autre chose. S'ils sont socialistes, c'est qu'ils sont de gauche, et lorsqu'on est de gauche, on ne peut pas accepter un gouvernement qui soit emmené par Sébastien Lecornu. Par tous les bouts qu'on prend. Alors, je mets juste, avant de te donner la parole Catherine, un bémol à ce que je dis, c'est que, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que sur France Info, 2 fois, on m'a dit, voilà, les socialistes, voilà ce qu'ils pensent, puis là, on montre Raphaël Glucksmann. C'est assez drôle parce que, et Raphaël Glucksmann, il dit, non mais va falloir qu'on compose avec ce gouvernement, etc. Je rappelle que Raphaël Glucksmann n'est pas socialiste, il n'est pas membre du parti socialiste, qu'il est membre d'un parti qui s'appelle Place Publique, que ce parti Place Publique a un député à l'Assemblée nationale, en la personne d'Aurélien Rousseau, et que donc quand il dit oui, il va falloir composer, on peut voir un accord de non-censure, etc., il parle comme ça. On parle d'un député, en fait, qui fera un accord d'un député dit de gauche. Très estimable, Aurélien Rousseau. Très estimable, enfin, genre vraiment, mais on peut pas vraiment dire qu'il pèse à l'Assemblée nationale, ni même que, il faut bien l'avoir en tête, quand Raphaël Glucksmann parle, il ne parle pas au nom du Parti Socialiste ou depuis le Parti Socialiste. Donc voilà, vraiment je le mets à part dans la façon dont il s'exprime, dont il prend position par rapport à ce qui est en train de se passer politiquement. Alors là, je pense qu'on est devant une situation qui confine au blocage total et que tout le monde fait de la politique. C'est-à-dire que Lecornu et Macron essayent de donner l'impression, de faire signe au Parti Socialiste, de dire qu'ils sont prêts à discuter avec eux et donc ils font courir ce bruit qu'ils vont faire des gestes en direction du Parti Socialiste. Et quant au Parti Socialiste, qui n'a pas envie de porter la responsabilité d'un éventuel blocage, non-vote du budget, etc., il fait semblant qu'il est prêt à être intelligent, responsable, etc., mais il n'en sera rien. Moi, je pense tout à fait comme toi qu'il n'y aura pas, cette fois, de vote ou d'abstention pour laisser Lecornu suivre son petit bonhomme de chemin. Et je pense qu'il y a les éléments que tu dis qui sont que ils ont l'impression de s'être fait un peu balader avec les annonces que Emmanuel Macron disait vouloir composer avec les socialistes, donc ça c'est certain. Je pense qu'ils ont surtout le sentiment de s'être fait balader par François Bayrou, qui avait une part de confiance acquise par le passé, notamment par le fait que Bayrou ait appelé à voter pour François Hollande. Donc ils ont, d'une certaine manière, ils étaient
prédisposé ou disposé à lui faire confiance, et Bayrou avait lâché la proposition du conclave, fameux conclave sur les retraites, en disant ça reviendra in fine à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. C'était ça la promesse de François Bayrou. Comme rien de tout ça n'a été fait, que François Bayrou n'a non seulement pas tenu sa promesse sur les réformes des retraites, mais qu'il a fait son projet complètement dingo sur le budget, et que son dernier acte, quand même incroyable, quoi, en tant que Premier ministre, le dernier truc qu'il fait, c'est de préparer des décrets pour remettre en cause une part substantielle de l'AME, c'est-à-dire de l'aide médicale pour les étrangers, qui est demandée à corps et à cri par l'extrême droite. Donc tu te dis, mais bon, bref. Donc je pense qu'ils ont le sentiment de s'être fait bien bananer par François Bayrou, et comme le cornu, c'est quand même quelqu'un en qui ils n'ont aucune raison d'avoir confiance, parce qu'il est le proche de Macron, qu'il est l'homme lige de Macron, et que son passé politique, qui ne raconte pas tout d'un homme, mais enfin quand même quand on est un peu structuré politiquement, on passe pas de opposant au mariage pour tous, à la PMA, à la GPA, directeur de campagne de François Fillon, à progressiste. Non, c'est un homme de droite réac. D'ailleurs, le fait qu'il soit le meilleur copain de Macron nous indique aussi qui est Emmanuel Macron. Maintenant, je pense que quand même, au fur et à mesure, le masque se révèle. Macron n'est pas un homme de gauche, n'est pas un progressiste. On le sait depuis un moment sur les questions économiques, mais je pense qu'on le découvre de plus en plus sur le reste des sujets. Bref, donc les socialistes n'ont aucune raison de lui faire confiance. Ça, c'est pour la partie politique en liaison avec le gouvernement. Je pense que ce n'est pas la seule raison qui les motive. Oui, juste un point sur cette partie politique, et je ne sais pas si parfois vous écoutez la radio ou vous regardez la télévision, mais il y a un truc qui est souvent utilisé par les commentateurs politiques, c'est, par exemple, moi ça m'a été proposé cette semaine, c'est Sébastien Lecornu s'est entretenu longuement avec Fabien Roussel. Et donc, ils en tirent la conclusion que vraiment c'est un homme qui parle, et ils sous-entendent très fortement que peut-être Fabien Roussel pourrait être tenté par je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça lunaire. En vérité, enfin, j'en tirais la conclusion que Fabien Roussel a répondu à Sébastien Lecornu pour discuter avec lui de la situation politique ou de je ne sais quoi, ne présuppose en rien de sa position, qui est une position d'opposition ferme à tout ce que pourrait faire Lecornu. D'ailleurs, il l'a dit dans une interview à Politis cette semaine. Enfin, je veux dire, ce qu'il veut, c'est une cohabitation de gauche avec Emmanuel Macron. Il n'est pas du tout en train de négocier le prix de la corde ou quoi que ce soit. De la même manière, lorsque les Verts disent, par la voix de Marine Tondelier, nous irons, si nous sommes invités on leur demande toujours, si vous êtes invité par Lecornu, est-ce que vous irez ? Marine Tondelier dit oui, si vous voulez, oui, j'irai. Bon, et alors, enfin, on va aller voir et on va lui dire qu'on n'est pas content de sa nomination. Enfin, je veux dire, et honnêtement, on peut questionner, en fait, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut ne pas y aller, comme le font par exemple les Insoumis. Eux, ils refusent d'aller à ce type de rendez-vous. On peut questionner. En revanche, il ne faut pas préjuger, en fait, juste d'une rencontre ou d'une discussion, une position politique dans l'Assemblée nationale d'un groupe de députés. Ça n'a juste aucun rapport. Et ça s'appelle des procès d'intention, en fait, que de dire « Ah ben ils vont discuter, donc en vérité ils sont déjà à moitié des traîtres ». C'est des procès d'intention absolument totaux. Oui, et ce que je pense, c'est que ce que je voulais, je ne sais pas s'ils étaient très clairs, parce que je ne sais pas si je n'ai pas perdu le fil de ma pensée tout à l'heure, c'est qu'en fait les socialistes ne veulent pas porter la responsabilité d'un blocage de la poursuite de cette politique, et ils ne veulent pas l'endosser en aucune façon. Donc en fait ils veulent, Lecornu essaie de leur faire porter la responsabilité du blocage, et eux ils essaient de dire oh, non mais pas du tout, nous sommes déjà responsables, d'ailleurs on vient vous causer, et puis on a des propositions à vous faire, etc. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ont envie quand même de continuer d'installer l'idée qu'ils sont une alternative, une solution politique, et qu'ils sont prêts à gouverner. Voilà, donc pour ça je pense qu'on est dans un jeu de rôle qui finira par s'arrêter, parce que Barnier avait commencé comme ça, on l'a oublié, mais Barnier avait commencé par dire qu'il allait s'ouvrir au Parti Socialiste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait nommé Lombard, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient commencé par dire qu'ils allaient tendre la main à la partie, disons, socialiste, ou la plus proche, la plus compatible avec la Macronie.
Et puis ça s'était terminé par des lettres à Marine Le Pen. Donc, une lettre à Marine Le Pen. Une semaine ou quelques jours avant sa chute. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme Bayrou, qui a fait des concessions sur l'AME en disant qu'on c'était aussi sur l'AME, hein, Barnier. Voilà, et Bayrou qui fait des concessions sur l'AME et sur éventuellement la contribution de la France au budget européen en disant tout ça, ça se discute. C'est-à-dire, là encore, pour faire signe. Moi, j'ai l'impression qu'on est à la troisième. C'est le troisième fois qu'on voit le film, c'est Un jour sans fin. On commence par raconter qu'on va du côté du Parti Socialiste et on termine par faire tapis rouge à Marine Le Pen. Donc là, le problème, c'est que contrairement au film Un jour sans fin, qui vraiment est un bis repetita, là, on est devant une situation qui évolue et qui se tend et se dégrade avec des enjeux et des choix stratégiques qui commencent à s'affirmer du côté du RN très clairement. Et maintenant, du côté du Parti Socialiste, peut-être on peut en discuter. On prend le RN d'abord. Prends le RN. Moi, je pense que l'obsession du parti de Marine Le Pen, c'est de permettre à Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. Et je pense que l'idée que Jordan Bardella, c'est quand même une question très compliquée et que c'est pas du tout certain qu'il puisse emporter l'élection présidentielle, infuse, et donc ils cherchent à avoir leur stratégie, c'est de chercher à avoir une élection législative où ils seraient renforcés, peut-être pas majoritaire, mais en tout cas en situation de faire voter une loi qui permettrait à Marine Le Pen de se présenter. Alors là, on est dans les niveaux de dinguerie plus. Ceux qui lisent la newsletter de Regard, d'ailleurs, vous pouvez la recevoir si vous le souhaitez, juste en nous donnant votre adresse mail. Elle est tous les jours et elle est pas mal, et elle est gratuite. Donc on revient sur les propositions que fait le parti, que fait le RN. Ciotti avait proposé, voulait faire voter une loi qui permettait de revenir sur celle qui disait que quand on était condamné pour détournement de fonds, la peine était exécutoire. Pour un élu. Là, ils veulent plus que ça, ils veulent voter une loi d'amnistie pour la personne de Marine Le Pen. C'est ça qu'ils ont comme ambition, c'est d'avoir une Assemblée nationale qui leur permettrait de faire voter cette loi d'amnistie. Donc, ils sont bloqués sur la question des législatives pour créer le cadre qui permettrait à Marine Le Pen de se présenter. Parce que si c'est une élection présidentielle, maintenant, Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Il faut d'abord qu'il y ait cette élection législative. Donc c'est ça leur stratégie. Ce faisant, je crois qu'ils se créent eux-mêmes un gros problème de deux ordres, celui de justifier qu'une loi d'amnistie intitulée personné pour Madame Le Pen, quand on se veut représentant du peuple, ça paraît compliqué. Et la deuxième chose, c'est que en fait, aujourd'hui, ce qui monte dans le pays, et ça s'est très très clairement vu mercredi, c'est le départ d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce que veulent les gens, la dissolution n'apparaît pas, et à raison à mon avis, comme une solution pour régler la crise politique. Donc les gens qui pensent qu'il faut une solution pour régler la crise politique en appellent au départ d'Emmanuel Macron et à une élection présidentielle. Je crois que le RN, en se mettant sur la législative, n'est pas sur le bon cheval qui correspond en fait au moment politique dans lequel on est. D'abord parce que ce n'est pas une solution, et en plus parce que ce n'est pas ce qui semble s'imposer dans le débat politique. Juste pour expliciter ce que tu viens de dire, donc le RN veut une dissolution tout de suite, donc c'est une des raisons qui pourrait faire que il voterait en fait une censure immédiate à Sébastien Lecornu. D'entrée de jeu. Oui, d'entrée de jeu. Oui, là, après dès qu'il y a la première motion de censure le 2 octobre, voilà. Il fait sa déclaration de politique générale. Voilà. J'imagine qu'il y aura une motion de censure au moins déposée par la gauche, et si jamais le Rassemblement national la vote, bon bah Sébastien Lecornu tomberait. Et donc s'il tombe, Sébastien Lecornu, c'est vrai que c'est là qu'il y a une alternative pour Emmanuel Macron, c'est ou bien il fait une dissolution, ou bien il démissionne, enfin il propose sa démission à l'horizon. Alors normalement dans les textes c'est 45 jours, mais comme l'a proposé Copé, on en avait déjà parlé, Copé dit bon bah il y a qu'à... Il n'y a pas que lui qui le propose, maintenant ça commence à devenir une idée qu'il faut une élection présidentielle, mais pas dans l'urgence absolue. C'est-à-dire plutôt après les municipales, donc en mois de mai quoi. Avril-mai, ce qui est
une date normale. Ce qui permet en fait quand même un minimum de campagne et la mise en place de dynamiques politiques dignes de ce nom, quoi. Que ça fasse pas à l'arrache où chacun choisit son candidat et c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le pari du Rassemblement national, c'est que Macron choisirait la dissolution plutôt que la démission. Ou renommer à nouveau un Premier ministre, parce que là ça commencerait à devenir un peu grotesque. Oui. Donc il y a effectivement cette ambiguïté-là en fait du côté du Rassemblement national. Aujourd'hui, lorsque c'est plus très ambigu ce qu'ils disent. Non, mais il y a quand je dis ambigu, c'est pas ambigu ce qu'ils disent, mais c'est vrai qu'on voit pas trop le chemin en fait. On voit mal Emmanuel Macron non, il démissionnera pas. Démissionner. Donc on va voir le discours de politique générale de Le Cornu. Le Cornu va tomber. Et son discours de politique générale ne conviendra pas parce que personne ne peut dire qu'il est convenable, ni la gauche ni le RN, parce qu'évidemment il ne sera pas satisfaisant et que chacun, pour des raisons différentes, n'a pas intérêt à voter la confiance. Voilà. Donc il va tomber. Parce que avant même d'avoir fait son budget. Exactement, parce que en fait il y a quelque chose que certains ont du mal à percevoir, dans les commentateurs là, c'est que lorsque un Premier ministre est en poste et que il fait des concessions à certaines de ses oppositions, par exemple au RN ou par exemple au Parti socialiste, en vérité, ça lui est porté à son crédit. Enfin, je veux dire, le conclave, tout le monde est là, genre, mais c'est super, le conclave de François Bayrou. Personne dit le conclave arraché par le Parti socialiste, tu vois. C'est le conclave de François Bayrou. Et si François Bayrou avait remis en question la réforme des retraites, ça aurait été François Bayrou a remis en question la réforme des retraites. Et ça serait jamais porté au crédit du Parti socialiste. Si demain, par exemple, il y a la taxe Zuckman, je dis n'importe quoi, parce qu'on va en parler de la taxe Zuckman, mais si demain le Cornu dit, écoutez, taxe Zuckman, allez, je suis pour, on va essayer de faire voter ça au Parlement, mais je m'engage, moi, à me battre pour la taxe Zuckman. Ce sera la taxe Zuckman de Sébastien Lecornu. Ce ne sera pas la taxe Zuckman des autres, tu vois. Je veux dire, et donc il y a une récupération dans ce sens-là, et dans l'autre sens, les gens qui voulaient voter éventuellement Parti socialiste diront, mais attendez, vous êtes allé, vous n'avez pas voté la censure pour le gouvernement Lecornu, mais on va pas voter pour vous. Nous, on est de gauche, on n'a pas envie de voter pour des gens qui n'ont pas voté la censure à Lecornu. Donc, c'est un piège de tous les côtés. Je veux dire, il n'y a aucun comment on dit, aucune rationalité, en fait, à aujourd'hui valider quelque politique que ce soit de Sébastien Lecornu. Quand bien même on serait socialiste ou RN, et quand bien même ça irait dans le sens du RN ou du Parti socialiste, si tant est qu'on ait envie que son endroit de la politique continue à performer et demain puisse avoir une existence ou accéder au pouvoir. Donc tout cela n'a aucun sens. Sachant que par ailleurs, le niveau de discrédit de l'espace macronien est maximal. Donc en fait, on voit mal... déjà, je pense que la question d'ancrer les LR dans le soi-disant socle commun était un des enjeux de la nomination du Premier ministre. C'est pour ça qu'ils ont pris... que Emmanuel Macron a aussi pris quelqu'un qui vient des LR. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, il était réclamé... Retailleau avait demandé que ce soit Sébastien Lecornu qui soit désigné. Il a dit, c'est mon candidat. C'est mon candidat. Donc... Macron a désigné le candidat de Retailleau, c'est-à-dire celui qui peut aider à maintenir les LR qui ont envie de se carapater, d'abord parce qu'ils n'ont pas très envie d'être associés à ce naufrage, et par ailleurs, je pense que pour une bonne part d'entre eux, ils ont envie de pouvoir préparer leurs futures alliances avec le Rassemblement national. Tout à fait. Bon, quant aux socialistes... Ils ont la raison que tu dis, c'est qu'en fait, ils n'en tireront aucun bénéfice, ils auront même des comptes à rendre s'ils donnent du crédit à Lecornu, parce qu'en plus, Lecornu, il est quand même estampillé bien réac, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, waouh, aller voter pour Lecornu, c'est pour avoir le moral. Y compris sur les questions, je veux dire, on va dire un des seuls véritables progrès social qu'a porté le quinquennat François Hollande, c'est le mariage pour tous. Et là, il s'avère que le camarade Lecornu s'est illustré en fait par sa réaction la plus féroce en votant contre le mariage pour tous, en manifestant avec la manif pour tous.
et en sortant des phrases, genre vraiment, genre le Biguet. Le Biguet, ça lui fait aussi peur que l'homophobie, ah bon? Et genre, une famille, c'est un papa et une maman. Enfin, je veux dire, tu t'accroches à ta chaise, tu vois, tellement. Et aujourd'hui, il dit ne pas renier. Hein. Enfin, j'ai lu un article dans Le Monde dans lequel il dit. Ah bon? Oui, en fait, il dit il y en a quand même quelques-uns. S'est mal exprimé, je sais pas quoi, qu'il a évolué, mais voilà. Bon, ah oui, donc ça c'est quand même, c'est pas, il assume pas. Enfin, je veux dire, bon. Bref, il assume pas. Enfin, genre dans l'article du Monde, c'est un peu plus ambigu et nuancé que ça. Mais bon, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est genre le réactionnaire le plus total qui, sur la seule mesure de progrès social de François Hollande, il est allé franco contre. Non, ça me paraît pas possible. Alors la deuxième raison, à mon avis, des socialistes, c'est qu'ils le disent à corps et à cri, c'est que d'une part, ils pensent qu'il n'y aura pas de majorité pour le RN dans le cadre d'une dissolution, et que donc ils sont prêts à y aller. Et dans ce cadre d'une dissolution, ce que je crois comprendre de la stratégie du Parti socialiste, c'est de tenter de conforter le socle qu'ils sont en train de mettre en place, notamment à la faveur de cet épisode gouvernemental, parce qu'ils ont réuni se sont réunis les socialistes, les écologistes, les communistes, l'après-génération, Debout, enfin, tout ce groupe qui est la gauche non mélenchoniste, s'est réuni pour travailler sur un programme en cas d'accession au pouvoir rapide de la gauche non LFI. Et donc, cette dynamique de travail et de rapprochement qui avait commencé le 2 juillet, mais là qui s'est encore élargi, notamment par la participation du Parti communiste, apparemment, il est bien ancré, il est bien installé, ils se voient, ils travaillent ensemble, etc., pour élaborer. Et donc, le Parti socialiste, il a deux questions. Il a la question de son unité en interne qu'Olivier Faure veut conforter, enfin il veut s'assurer que son parti n'éclate pas. Mais ceci étant, comme il n'y a pas les insoumis, ça rend quand même plus acceptable cet espace-là. Et lui, il a intérêt à ce que cet espace soit conforté, soit solide, pour aller vers des candidatures communes, uniques, aux élections législatives, dans toutes les circonscriptions, y compris face à des candidats LFI, quand il n'y a pas de risque Front National. Donc c'est un peu ça la doctrine, c'est de dire partout, on présente partout des députés, sauf s'il y a un risque, partout des candidats, et on présente ensemble, sauf s'il y a un risque Front National. Et les projections de ceux qui font des études électorales très précises par circonscription disent à ce jour, alors c'est avant toute dynamique, mais à ce jour, ça se traduirait par une déroute des candidats LFI. Entre 12 et 20 députés sortiraient dans une telle confrontation. Ce qui veut dire passer de 70 à 20, si on prend c'est revenir à la situation de 2017, hein, donc c'est pas non plus 20 députés, c'est pas mal, mais ça ne donne pas une image très dynamique une base très dynamique pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et ça serait quand même perdre 50 députés. Donc les socialistes... Au bénéfice des socialistes ? Alors, les socialistes gagneraient, en partie, mais pas 50. La gauche, au total, y perdrait, mais les socialistes sont prêts à jouer ce jeu-là pour ce qu'ils appellent rééquilibrer la gauche, c'est-à-dire faire en sorte que le pôle socialiste pôle socialiste, j'exagère, le pôle socialiste et reste de la gauche soit conforté, mais c'est évidemment les socialistes qui en tireraient probablement l'essentiel des gains, soit conforté par rapport à LFI qui serait très affaibli. C'est ça le calcul que fait le Parti socialiste. Donc évidemment, pour avoir cette unité en cas de dissolution et pouvoir présenter une candidature commune, ils ne peuvent pas perdre en route les écolos, les cocos, les après-générations et Debout. Ils ont besoin de tenir tout ce monde-là. Et donc, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à soutenir le corps nu, parce que là, ça créerait un schisme à l'intérieur de cet espace. Donc, d'un point de vue stratégique, le Parti socialiste va continuer d'être dans cette orientation. Et par ailleurs, ce que
j'ai déjà dit ici, si jamais ils apparaissent comme étant la roue de secours de la Macronie, ils repartent dans les oubliettes de l'histoire alors qu'ils commencent à se refaire la cerise. Voilà, je crois que c'est ça l'état du calcul, que donc du coup ils sont prêts eux aussi à une législative, c'est-à-dire que le RN y est prêt pour sauver la peau de leur candidate, et du côté du Parti socialiste, éventuellement on est prêt à voter aussi une motion de censure parce que on est prêt à aller à la législative qui permettrait de rééquilibrer la gauche, entre guillemets. Pour moi, c'est délétère, hein, je vous le dis franchement, je trouve cette proposition absolument catastrophique, mais je te laisse embrayer. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'appuierai en fait ce que tu dis. En fait, ce que tu racontes là et ce qu'on dit sur le Parti socialiste, ça va à l'encontre quand même de globalement ce que raconte la presse. Hein. La presse arrête pas de dire non mais genre accord de non-censure, oui ou non, tu vois. Alors que nous, on pense que c'est pas ça la question. Le seul qui ne dit pas ça, parce que j'ai vu l'article aujourd'hui, c'est Antoine Obendorf, qui est à l'opinion et qui justement fait un papier en disant non mais il faut arrêter en fait de croire que le PS est en train de penser à un accord de non-censure, c'est pas ça le sujet. Donc il dit exactement comme nous, mais c'est vrai que c'est le seul. C'est un bon journaliste qui connaît bien la gauche. Hein, et c'est ça que je trouve très étonnant en fait, c'est cette obsession en fait que les journalistes politiques ont de croire que le Parti socialiste va trahir la gauche, hein, parce que ce serait une trahison pour la gauche. Et c'est là où je voulais en venir, parce que en fait ils rentrent complètement dans le narratif qui est aujourd'hui celui du pouvoir, que de dire si nous n'avons pas une grande coalition qui va du PS au LR, un peu comme dans les autres pays, tu sais, ils sortent toujours l'exemple belge, l'exemple allemand, l'exemple danois ou je sais pas quoi, en disant bah eux ils ont des grandes coalitions d'un peu tout et n'importe quoi, des gens raisonnables, des gens raisonnables où chacun fait des compromis, eh bien le pays va droit à l'abîme, on n'aura pas de budget, je sais pas quoi, enfin ça va être horrible, tu vois. Et donc en fait tout le monde essaye de nous faire croire que c'est la seule possibilité, c'est cette grande coalition où on trouverait en fait une majorité absolue dans l'Assemblée nationale, parce que c'est ça, hein, quand tu vas du PS au LR, tu as une majorité absolue à quelques élus près. Et donc, honnêtement, c'est débile. En fait. Enfin, genre, franchement, c'est vraiment purement théorique. C'est parler d'une chose qui n'est pas du tout dans la culture française, la culture politique française, qui a existé, mais en tout cas pas sous ces formes-là. Enfin, le moment politique que l'on vit n'est pas du tout adapté en fait à la possibilité d'un tel gouvernement, ce qu'ils appellent d'union nationale. Donc c'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale ou je sais pas quoi. Il y a eu des gouvernements d'union nationale, mais c'était très spécifique, lié à genre une guerre. Enfin, je veux dire, bon, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes contextes, quoi. Donc cette obsession qui est celle des journalistes qui d'après nous n'a aucune réalité politique réelle. Ben oui, parce qu'en fait ils sont absolument convaincus, et c'est tout à fait frappant l'homogénéité idéologique qui s'exprime là, c'est qu'ils sont convaincus qu'il n'y a que en gros ce chemin-là pour s'en sortir, compte tenu que y a l'agence Fitch qui va dégrader la note de la France, que la France emprunte plus cher que l'Italie, que je sais pas quoi. Par ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ça a déjà eu lieu en fait. Je veux dire, d'abord, c'était le projet d'Emmanuel Macron de faire ce en même temps, et de gauche et de droite rassemblés, et ça a déjà eu lieu, pas dans la forme matérialisée par un accord, par une coalition au gouvernement, mais si vous vous souvenez, ça avait été très frappant en 2005, cette couverture de Paris Match où il y avait Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont posé ensemble pour défendre le oui au référendum. Et vous savez, d'une certaine manière, ceux qui l'avaient matérialisé dans un slogan, c'était l'extrême droite, en parlant de l'UMPS. C'est-à-dire que cette idée qu'il y avait une unité très profonde de vue entre la droite républicaine, on va dire, et la gauche non communiste, non radicale, non antilibérale, que ça formait un ensemble qui, certes, avait des différences, mais n'étaient pas des différences
fondamentale au point qu'on ne pouvait pas se parler, c'est quand même, ça a été la situation française qui a conduit au développement François Hollande puis Emmanuel Macron. Ce que je crois, c'est qu'il s'est passé un certain nombre de choses depuis que cette expérience de l'affadissement complet des antagonismes politiques entre la gauche et la droite aboutissent à cette confusion idéologique des années 2000, de la première décennie des années 2000, et qui avait commencé avec le social-libéralisme de Blair, de Schroeder, etc. C'est qu'il y a eu deux choses qui se sont produites, à mon avis. C'est que d'une part, par exemple en Italie, où il y a eu cette grande coalition qui s'est traduite, et que celle qui n'en a pas fait partie, c'est-à-dire celle qui a été l'alternative à cette grande coalition, c'était Mélanie, et c'est elle qui a gagné le pouvoir. C'est-à-dire que s'il y a une grande coalition, il faut forcément qu'il y ait des oppositions et des alternatives, et si elle est toute seule, elle gagne le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé en Italie. Et l'autre chose qui s'est produite, c'est qu'en France, il y a un autre flanc, il y a un flanc gauche qui est vivant, et qui ne permet pas au Parti socialiste de se recentrer, en tout cas dans les conditions politiques d'aujourd'hui. La France insoumise est un empêchement pour la France insoumise, pas simplement en tant que parti, mais dans son influence, dans l'état d'esprit que l'on a même pu constater lors des manifestations de mercredi. C'est qu'il y a une gauche qui n'acceptera pas cela par accord avec la France insoumise, ou la France insoumise est en accord avec la population. Ce que je ne veux pas dire que c'est que la population se range à l'avis de la France insoumise. La France insoumise n'a pas le moyen de manipuler l'opinion publique de gauche. Ça, ce n'est pas vrai. Mais par contre, je pense qu'elle exprime quelque chose, une exigence, et donc de fait une impossibilité pour les socialistes de le faire, sauf à se prendre le mur qu'ils se sont pris en 2022 avec leurs 2% pour Madame Hidalgo. Deux choses, parce qu'en fait, je ne suis pas non plus d'accord avec ce que tu viens de dire, à la fois sur l'UMPS et sur la proposition de Macron, quoi. C'est-à-dire que l'UMPS, en vérité, il n'y avait pas... ce vocabulaire utilisé par le Rassemblement national ne construisait, il n'y avait pas d'unité idéologique, mais le problème, et c'était ce qui était dénoncé d'ailleurs par le Rassemblement national, c'était que à la fois l'UMP, la gauche, et la droite et le PS, la gauche, géraient l'État. Et en fait, ils étaient dans une co-gestion de l'État. C'était ça qui était dénoncé. Pas qu'il y avait, tout d'un coup, une symbiose idéologique, en fait, entre la gauche et la droite. Mais que les deux, en fait, avaient exactement la même logique de continuation sans rupture de la façon dont on gérait l'État. Et que, en vérité... Ah bah, c'est une énorme différence. Parce qu'en fait, un socialiste restait un socialiste. Sauf qu'ils venaient tous de l'ENA. Non, mais c'était quand même ça. Oui, en fait, à l'ENA, on t'apprend à gérer l'État. Oui, mais je pense que c'est ça qui est le plus important, tu vois. Et c'est d'ailleurs, attends, juste, je finis sur Macron. Mais ça, t'apprends à gérer l'État dans les critères, les modes, qui sont établis. Donc c'est ça que disait UMPS, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de différence profonde entre... C'est pour ça que c'était une cogestion, mais aussi sur la base de, par exemple, l'idée que il faut être compétitif, rentable, et que la valeur travail, que le coût du travail, de la main-d'œuvre devait baisser, etc., etc. Donc, voilà. Alors, l'extrême droite faisait reproche que dans cette analyse, il n'y avait pas suffisamment de mise en cause du poids de l'immigration, du coût de l'immigration, du poids de l'Europe, de patati, de patata. Donc ils avaient des reproches à faire à cette analyse. Mais ce qu'ils disaient, c'était qu'en fait, il y avait non seulement une cogestion, mais une vision commune de ce qu'il faut faire quand on est en responsabilité. J'entends. Pour autant, le corpus socialiste n'a pas disparu, ni même le corpus de la droite conservatrice, tu vois, ils ont toujours existé, et que une fois qu'Emmanuel Macron, ce que raconte l'extrême droite, c'est que en gros, il a matérialisé l'UMPS, tu vois. Mais en vérité, il a jamais fait ça. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il est allé chercher les gens les plus opportunistes à gauche et à droite, et il les a fait rentrer, en fait, dans son espèce de ventre mou. Mais le PS, depuis 2017, est dans l'opposition.
Le PS n'est jamais rentré avec armes et bagages dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Certes, il y a Richard Ferrand, Gérard Collomb, puis d'autres, Gabriel Attal, etc., qui viennent du Parti Socialiste, mais ils ont quitté le Parti Socialiste pour pouvoir rentrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et c'est quand même très très important. C'est-à-dire que... Je suis pas d'accord. Mais on va pas faire tout le débrief sur ce point, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas... Encore une fois, c'est des procès d'intention et des façons dont non, Pablo, c'est pas des procès d'intention. Quand tu vois que l'essentiel des ministres de François Hollande se sont retrouvés à soutenir Emmanuel Macron, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est qu'il y avait une convergence idéologique de fond. Alors, quand on est socialiste, on a envie que ce soit un peu plus juste socialement, etc. Mais n'empêche que l'axe essentiel de ceux qui ont rallié Emmanuel Macron, qui était du côté de François Hollande, et François Hollande est resté au Parti Socialiste. Et si au Parti Socialiste, ils sont aussi divisés, c'est qu'il y a quand même toute une partie des dirigeants socialistes qui continuent de penser. Et d'ailleurs, je crois même que c'est la majorité, si j'en écoute le discours qu'a fait Boris Vallaud à l'Assemblée nationale. Là, je m'excuse, mais c'est un discours qui ne revient pas sur la politique menée par François Hollande quand il était au pouvoir. Donc moi, je ne suis pas d'accord. J'entends bien qu'ils se disent de gauche, que ce n'est pas la même chose de soutenir Emmanuel Macron et d'être dans son opposition. Je ne dis pas qu'il y a une équivalence absolue, qu'il y a vraiment des choses qui sont pas du tout pardonnables dans ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron, mais pour l'instant, la rupture idéologique, la pensée d'une alternative n'est pas là au Parti Socialiste. Ça, j'en conviens tout à fait, mais je continue en fait de faire droit à ce parti son histoire. Et je trouve que ce n'est pas négligeable, et son expérience. Elle n'est pas homogène, son histoire, Pablo. Bien sûr que non, elle n'est pas homogène. Mais l'histoire de personne n'est homogène. Enfin, l'histoire d'aucun parti n'est homogène, tu vois. Enfin, et effectivement, il y a ça avance, ça recule, mais ça reste un parti. Tu vois, ça reste un parti avec des gens qui ont des expériences. Et lorsque tu parles à un vieux socialiste, tu vois, ou à une vieille socialiste, en fait, ils te racontent des choses de leur expérience. Ce sont des expériences de gauche, tu vois. Enfin, alors après, certes, là-haut, dans les plus hautes sphères du parti, il se passe d'autres choses, tu vois, et ils font des choix. Pour moi, le vrai truc, c'est que, mais ça a été bien décrit par Bourdieu, tu vois, c'est à quel point le Parti Socialiste a été une matrice, non pas idéologique, mais une matrice d'opportunistes, tu vois, et c'est deux choses, moi, que je décorrèle. C'est-à-dire que lorsque Mitterrand dit, si vous n'êtes pas anticapitaliste, vous ne faites pas partie du Parti Socialiste, tu vois, enfin, il dit quelque chose, mais qui est complètement décorrélé du fait que, il y a plein de jeunes loups et de jeunes louves, tu vois, qui veulent devenir ministres et qui en ont rien à foutre d'être de gauche ou de droite, enfin, si c'est pour arriver un jour à Matignon ou à l'Élysée, tu vois. Mais c'est deux choses qui existent au sein du Parti Socialiste. Et un Parti Socialiste, c'est les deux. Et un parti, d'ailleurs, en général, c'est les deux, tu vois. À partir de quel moment tu es capable d'aller tuer ta mère et père pour prendre un Marocain ministériel, tu vois, et d'oublier, tous tes idéaux, tous tes machins, tu vois. Il y en a, t'as l'impression que c'est plus facile que pour d'autres. Voilà. Bon. On voulait vous parler d'une dernière chose. Qui est la même chose en fait. Qui est la même chose, exactement. Qui est cette histoire de taxe Zuckman, qui devient une espèce qui prend une centralité en fait dans le débat là autour de Le Cornu qui nous intrigue avec Catherine. On ne parle que de ça. Alors on a l'impression que en gros, si Le Cornu arrive à accepter à un moment, sous quelque forme que ce soit, une taxation des plus hauts revenus, donc ça c'est la version la plus light, ou des plus hauts patrimoines, ça c'est la version taxe Zuckman, alors c'est bon, il pourrait avoir emporté l'accord d'une partie du Parti Socialiste, voire de tout le Parti Socialiste, voire d'une partie de la gauche, je sais pas quoi. Il aurait fait le pas décisif pour recoudre le pays. C'est-à-dire que le pays aurait une exigence qui serait davantage de justice fiscale, ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. C'est une des exigences, c'est vrai. Voilà. Et en ce sens, la taxe Zuckman, elle matérialise quelque chose et elle fait la suite de la suppression de l'ISF. Donc on est d'accord avec ça. Le truc, c'est que l'ensemble des questions qui sont posées, en aucune façon, sont résolues par cela. Et ça continue de ne pas mener la discussion sur la question de la dette, en fait.
C'est-à-dire que là, on dit on va prendre chez les plus riches pour compenser la dette. Et on vous a mis dans les recommandations de la fameuse newsletter qu'on vous recommande, on vous a mis l'interview de Thomas Piketty sur France Culture cette semaine, qui nous a paru, enfin en tout cas moi elle m'a paru fort intéressante, parce que Thomas Piketty ne prend pas le point de vue de Jean-Luc Mélenchon qui dit de toute façon la dette on nous impressionne, et c'est vrai qu'on veut nous intimider avec le poids de la dette et on veut nous empêcher de penser. Je vais paraphraser ce que dit Piketty, mais je ne pense pas le trahir. Il dit il y a des époques, et il y a 3 époques, il dit, où la dette de l'État a été aussi forte qu'actuellement, aussi importante qu'actuellement. C'est la période autour de la Révolution française et au sortir des 2 guerres. Donc pardon de la comparaison, mais c'est quand même pas rien du tout. Vous savez que Piketty, il est à la fois économiste et historien de l'économie. Donc en fait, il a une vision longue des phénomènes. Et il dit... et c'est ça qui m'est apparu comme vraiment intéressant, c'est qu'il dit en fait, on ne sort pas de dette de cette importance par une somme de mesurettes ou de mesures pendant des décennies. C'est-à-dire qu'il prend cette expression, pendant des décennies. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une cure d'austérité pour pouvoir sortir de la dette à coût de 10 millions, 10 milliards, 20 milliards pour les socialistes, 40 pour la droite. Voilà, ce n'est pas ça. Il faut faire une autre politique. Et en ce sens, j'ai trouvé que Thomas Piketty disait quelque chose, alors là, au sens vrai du terme, quelque chose de radical. C'est-à-dire que le problème, c'est celui d'une autre politique. Donc ce n'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et même si je partage ce qu'il veut dire en disant on ne peut pas nous intimider avec la dette, et que pour une part le débat sur la dette c'est aussi quelle est la bonne dette et quelle est la mauvaise dette. Il y a des dettes qui construisent l'avenir. On vient juste de finir de payer le métro parisien qu'on a emprunté sur 150 ans. Donc voilà, il y a des bonnes dettes ou 120 ans, et il y a de mauvaises dettes qui ne nous permettent pas de construire et de préparer l'avenir. Et c'est ça que dit d'une certaine manière Thomas Piketty, c'est qu'il dit il faut une autre politique, c'est-à-dire une politique qui nous permette de penser à un mode de développement qui permette de rétablir une situation des comptes publics équilibrée, et que ce n'est pas la politique actuelle. La politique actuelle ne le permet pas et ne le permettra pas. Et donc, il faut revenir sur l'efficacité de la dépense publique. Et donc, tout le monde sait que Thomas Piketty est très très obsédé par la question de la formation. C'est toujours l'axe qu'il met en numéro 1, c'est-à-dire les moyens qui doivent être donnés à la formation, donc en fait au capital humain, comme dirait l'autre. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il permettait de remettre à sa juste place la question de la justice fiscale. Oui, elle importe, mais le cœur de la question n'est pas là. Le cœur de la question, c'est qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on dépense, pour faire quoi et dans quelle optique. Juste pour rappel et pour en finir sur Thomas Piketty et ce qu'il raconte, c'est vrai qu'il situe là, ces moments de l'histoire où la dette était aussi élevée qu'aujourd'hui, et aussi pour l'avoir en tête, ces moments ont été des moments de rupture politique dans le projet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au début des années 1790, au moment de la Révolution française, il s'est établi en France un nouveau projet pour la France, qui a permis effectivement de résoudre ce problème de la dette en partie. De la même manière, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la création de la sécurité sociale, et tous les investissements... Le programme du CNR, voilà, globalement. Le programme du CNR, exactement, avec tous les investissements que ça comprenait, et les grands emprunts aussi qui étaient faits à ce moment-là, ont constitué une rupture, en fait, qui ont permis de résoudre le problème de la dette. C'est d'ailleurs ce même Piketty que j'avais entendu il y a quelques mois parler, on n'est pas le seul pays, en fait, à avoir eu des dettes très importantes. L'Allemagne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, elle avait aussi une dette très très importante. Et de gros besoins. Et je parle de la RFA, de la partie ouest allemande.
et eux, le choix qu'ils ont fait, c'était une taxe sur les plus hauts patrimoines. Ils ont commencé à taxer, mais massivement les plus hauts patrimoines, ce qui leur a permis de faire rentrer énormément d'argent notamment pour la reconstruction, parce que globalement, toute l'Allemagne était par terre, et ils ont reconstruit l'Allemagne en partie grâce à une taxe sur les hauts patrimoines. Pour en finir avec la taxe Zuckman, c'est qu'effectivement, on est en train de se recroqueviller en fait sur 15 à 20 milliards d'euros qui, selon Gabriel Zuckman, rentreraient dans les caisses de l'État par an. Ce qui est vraiment très 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 loin d'être négligeable. Hein. Enfin, on n'est pas du tout en train de minimiser ce que ça pourrait apporter aux caisses de l'État. On lui reproche en fait de ne pas. C'est pas à lui qu'on reproche, c'est pas à Zuckman, mais c'est le fait qu'on en fasse la question centrale et le déterminant de qu'est-ce qui est une bonne politique ou une mauvaise politique. Non, c'est pas possible. La politique, elle est mauvaise, pas simplement parce qu'elle est inégalitaire. Exactement. Elle est structurellement mauvaise. Exactement. Et en plus, le pire, c'est que je vois déjà poindre du côté du bloc central des propositions en disant bon, il veut 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions. Mais si on prend 1,2, alors, sur les patrimoines de plus de 200 millions. Non mais c'est-à-dire que ça y est, il commence à mégoter parce que il pense que c'est comme ça. Il rentre en négociation. Exactement, tu rentres en négo, alors tu réfléchis à la fois sur l'assiette, c'est-à-dire plus de 100 millions. Est-ce que tu pourrais pas aller un peu plus parce que finalement 100 millions, c'est quand même, ils sont presque pauvres, ces gens qui ont plus de 100 millions, tu vois, donc on pourrait taper plus haut et puis baisser un peu le taux, enfin, tu vois. Et t'es là, non mais c'est pas possible, enfin, après ils veulent enlever, j'ai entendu déjà, les économistes de droite, là, qui commencent à dire, oui mais dans l'assiette, est-ce qu'on pourrait pas enlever des entreprises familiales, des machins? Ah non mais c'est... Et j'ai très très peur, en fait, de l'arrivée, de là où ça va arriver, tu vois, en même temps, à la fois j'en ai peur, et à la fois j'espère que tout le monde a bien compris que en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, c'est un symbole. En fait, c'est en train de devenir un symbole. Ben oui. Cette taxe Zuckman, et c'est terrible. Enfin, à la fois, c'est bien, on comprend en fait de ce que ça veut dire, parce que ça veut dire que c'est un problème de justice fiscale. C'est le symbole en fait de l'injustice fiscale, le fait que les gens ne veuillent pas cette taxe fiscale. En revanche, il n'y a pas la contraposée, c'est-à-dire que s'il y a la taxe Zuckman, on n'aura pas solutionné tous les problèmes de France, et puis c'est bon, on peut rentrer chez nous parce que... Et la taxe Zuckman ne résume même pas la question d'une autre politique fiscale. Il faut une autre politique. Il faut une autre politique, dont une autre politique fiscale, dont la taxe Zuckman. Mais c'est là. Et par exemple, dans le vote qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale, à propos des symboles, le vote qui avait donc permis d'adopter la taxe Zuckman, ils avaient sorti, et c'est ça qui avait permis au Rassemblement national de s'abstenir, et donc au total son adoption, ils avaient sorti de la taxe Zuckman les outils de production, du calcul de l'assiette. Donc en fait c'est la taxe Zuckman, mais pas tout à fait la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, mais un peu moins. Et comme ça, le RN a pu s'abstenir, et donc on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas voté la taxe Zuckman. Voilà. Mais donc en fait c'était pas la taxe Zuckman qui a été votée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on sorte de ces symboles. La politique, c'est des symboles, mais là ça commence à nous empêcher de réfléchir. Hein. Exactement. Et peut-être pour conclure, dire juste que ces histoires de symboles, en fait, qui sont des points programmatiques, qui sont... Cette histoire des lignes rouges, en fait. C'est l'histoire des lignes rouges, là. Ils nous cassent les pieds avec leurs lignes rouges. Empêche la possibilité pour chacun des endroits de chacune des dynamiques politiques, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite, de véritablement architecturer un projet qui a du sens, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est prendre un petit point, tu vois, de ce que c'était que le communisme selon, le marxisme ou je sais pas quoi, enfin, c'est débile, enfin, je veux dire, ça marche pas, enfin, tu vois, d'aucuns se posaient la question de savoir s'il était possible qu'un pays soit socialiste au milieu de tout un monde qui serait capitaliste. Là,
là, on n'en est même pas là. C'est genre un point, tu vois, qui ressemblerait vaguement à un truc anticapitaliste, alors que ça l'est même pas vraiment, tu vois. Est-ce que c'est suffisant pour quoi que ce soit? Non. Genre, encore une fois, c'est l'important, c'est le projet, en fait, sur lequel est assis et dans lequel est intégrée, en fait, cette taxe Zuckman. Oui, ceci étant, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas essayer de se battre pour et avoir des victoires. C'est-à-dire que les victoires montrent aussi que des chemins sont possibles. Donc c'est pas du tout pour dire qu'il ne fallait pas se battre pour ça à l'Assemblée nationale, ni pour déprécier. Mais il ne faut pas que nous tous, on se mette à être complètement obnubilés par ce point. Et donc, voilà. Et donc voilà, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.